Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce jeudi s'est tenu un conseil national de sécurité sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil réuni ce jour a fait le point général de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Le CNS note une satisfaction des opérations régulièrement menées. Un communiqué a sanctionné cette réunion. Et à l'issue du conseil, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos. Ils ont évoqué la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire ainsi que dans la sous-région. La CEI s'active pour la présidentielle. Elle engage le dialogue avec les confessions religieuses pour des élections apaisées. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibier, a échangé avec les guides religieux pour les informer et surtout les impliquer dans la sensibilisation des populations. Au moins 57 civils ont été tués lors d'affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires dans l'ouest du pays. Les violences ont eu lieu alors que se tenait à Londres une réunion pour une levée de fonds pour soutenir l'aide humanitaire au Soudan en proie à une guerre depuis 2 ans. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par un bilan de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Quel est le point à ce jour? Le Conseil national de sécurité s'est réuni donc ce jeudi. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qui en est ressorti? Suivons ensemble le communiqué lu par le secrétaire exécutif du CNS, le ministre Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le Conseil national de sécurité note ainsi avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale continue de s'améliorer de manière significative sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%. Cette évolution positive de la situation sécuritaire nationale résulte notamment de l'efficacité des opérations de sécurisation régulièrement menées par nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal, dont le bilan, au mois de mars 2025, s'établit comme suit. L'interpellation de 67 personnes de différentes nationalités, le déguerpissement de 233 sites d'orpaillage illégal, la saisie de numéraires, ainsi que de plusieurs armes et munitions, la destruction d'environ 1400 abris de fortune et de plus de 1700 engins et matériels divers. Le Conseil national de sécurité se réjouit, par ailleurs, des bonnes performances enregistrées par la section antidrogue et les cellules antidrogue de la gendarmerie nationale déployées sur l'ensemble du territoire, dont les activités ont permis, au mois de mars 2025, l'interpellation de 357 individus, la destruction de 148 fumoirs et la saisie de près de 102 kg de cannabis, 5 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques, 148 kg de produits contrefaits et 275 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Le Conseil national de sécurité salue, enfin,
les résultats remarquables de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. Pour rappel, cette opération débutée en octobre 2024 est menée de façon conjointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives vise à endiguer l'accroissement notable de la contrebande des produits agricoles observés au cours de la campagne agricole 2023-2024. Le dispositif ainsi mis en place dans le cadre de cette opération a permis, sur la période allant d'octobre 2024 à mars 2025, d'obtenir les résultats significatifs suivants. La saisie de 594,4 tonnes de cacao, 307 tonnes d'anacarde et 265 engins et l'interpellation de 34 personnes, toutes mises à la disposition de la justice. Le Conseil national de sécurité, en dépit de ces résultats encourageants, relève néanmoins avec préoccupation le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation. En effet, ce nombre est passé de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse d'environ 4%. Face à cette situation persistante, dont la principale cause demeure l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de proposer en Conseil des ministres un plan d'action d'urgence incluant des mesures de sensibilisation et de répression en vue de réduire de façon drastique les accidents de la route. Ce plan d'action fera l'objet d'évaluations périodiques. Enfin, à l'approche des festivités pascales et dans le but de garantir aux populations la célébration des dites festivités dans la quiétude, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement, pour assurer, à l'instar des années précédentes, la réussite sur l'ensemble du territoire national de l'opération de sécurisation dénommée Paquinou. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour que les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent continuer à jouir du climat de paix et de sécurité qui prévaut dans notre pays depuis plus d'une décennie. Fait à Abidjan le jeudi 17 avril 2025. Voilà, c'était le communiqué du CNS lu pour vous par le ministre Fidel Sarasoro. Justement, au terme de cette réunion, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos. Ils ont évoqué la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Herman Guivé. Leonardo Santos Simao est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est reçu en audience par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, les élections à venir en Côte d'Ivoire, principaux sujets abordés au cours de cette audience. On discutait la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour saluer les efforts que le pays fait
sur la leadership de son Excellence le Président pour le développement économique des pays, l'économie qui pousse. Et ça se traduit dans l'amélioration du niveau de vie des populations. Et un pays qui prépare les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est un bon chemin de préparer les élections paisibles. Et nous souhaitons, comme Nations Unies, que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue des élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir les dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussites l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme dans la région ouest africaine, également évoquée au cours de cet entretien. La nécessité que les pays continuent à travailler ensemble pour trouver les solutions pour les grands problèmes que c'est le terrorisme, que c'est une menace pour tous les pays. Et les Nations Unies sont toujours là pour soutenir les efforts des pays, et de Côte d'Ivoire en particulier, et dans ces efforts de créer des plateformes communes dans la lutte contre le terrorisme. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire pour des élections calmes et apaisées. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, conduisait une forte délégation. Voilà, et hors de la Côte d'Ivoire, les présidents des deux chambres du Parlement ivoirien, Kandia Camara du Sénat et Adama Bictogo de l'Assemblée nationale, ont échangé avec la communauté ivoirienne vivant au Congo. C'est une rencontre organisée en marge de la 16e conférence des présidents de la région Afrique de l'APF, conférence à laquelle ils ont pris part. La diaspora ivoirienne est invitée à participer activement au développement de notre pays. Didier Nguessan depuis Brazzaville. La communauté ivoirienne vivant au Congo était mobilisée pour l'accueil de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Il s'en est suivi une rencontre lors de laquelle Kandia Camara a adressé un tableau reluisant des infrastructures socio-économiques qui transforment significativement la Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat a également rappelé le forum de la diaspora, organisé l'an dernier par son institution, avec d'importantes résolutions, au nombre desquelles la mise en place d'un guichet unique de la diaspora, afin de faciliter les investissements en Côte d'Ivoire des Ivoiriens vivant à l'étranger. Désormais, ceux-ci sont sensibilisés à candidater au concours de la fonction publique qui leur sont ouverts, afin de mettre au profit de l'administration publique leurs expériences et savoir-faire acquis hors du pays. Le même exercice d'incitation au retour en Côte d'Ivoire s'est répété avec Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale a invité ses compatriotes à saisir les nombreuses opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. Des messages auxquels la diaspora du Congo est réceptive. Le retour au pays nous intéresse tous. C'est pourquoi, avec l'appui de notre ambassadeur, on a eu plusieurs équipes qui sont arrivés ici pour nous permettre de retourner chez nous, rentrer au pays et puis retrouver les siens. La diaspora ivoirienne au Congo-Brazzaville est en symbiose et suit les directives du président de la République qu'elle le vive ensemble. Nous ici au Congo, on vit comme si on était chez nous. Les Ivoiriens vivant en République du Congo sont estimés à 5000 personnes. Grâce à un état civil à jour, avec une bonne base de données, ils ont accès facilement aux actes de naissance, de mariage, aux passeports et documents consulaires.
Voilà, et tous les Ivoiriens apprennent aussi que notre juridiction s'est dotée d'un second mécanisme de gestion des droits de l'homme. Il s'agit de l'Observatoire national de la détention. La mise en place de cet organe implique des visites régulières et inopinées dans les lieux de détention en vue de s'assurer que les détenus ne subissent pas de mauvais traitements. Le projet de loi présenté aux députés par le ministre Sansan Kambilé a été adopté, nous explique Suleiman Donisongo. La Côte d'Ivoire veut aligner son système de détention sur les principes des normes internationales. À l'hémicycle, devant la Commission des affaires générales et institutionnelles, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, soumet à examen le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la détention. L'Observatoire national de la détention aura pour mission d'effectuer des visites régulières dans les lieux de privation de liberté afin de s'assurer que les personnes qui y séjournent ne font pas l'objet de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et je remercie les honorables députés qui ont adopté ce texte à l'unanimité. Le présent projet de loi comporte 39 articles répartis en 6 chapitres. À ce jour, sur 41 établissements pénitentiaires, ce sont plus de 28 000 personnes qui sont en détention, dont 10 000, 18 sans jugement et 18 008 condamnés. La création de cet organe, fruit d'une large concertation, se veut pratique, non pléthorique, moins budgétivore et efficace. Les préparatifs de la présidentielle concentrent aussi l'actualité. Alors on dit tous oui à des élections apaisées. La CEI engage le dialogue en ce moment avec les confessions religieuses. En prélude à la présidentielle du 25 octobre, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibier, va à la rencontre des guides religieux pour les informer, surtout les impliquer dans la sensibilisation des populations. Marie-Chantal Akandan, Nadège Kassi, Lamine Dramé. Le souci de renforcer la transparence autour du processus électoral est au cœur des échanges entre la CEI et les confessions religieuses. Un cadre de communication pour expliquer les enjeux de la révision de la liste électorale. Notre beau pays a un rendez-vous important en cette année 2025. Il s'agit de l'élection du président de la République qui se tiendra le 25 octobre 2025, conformément à l'article 56 alinéa 2 de notre loi fondamentale. Devant la persistance des critiques et des attaques, il a paru utile à la commission centrale de la commission électorale indépendante d'avoir cette rencontre avec les hommes de Dieu que vous êtes, toute obédience confondue. Vous, ministre des cultes, vous, autorités religieuses, vous, guides spirituels, êtes le ciment et le ferment de la vie et de la cohésion sociale. Face aux guides spirituels, le président de la commission électorale indépendante CEI lève plusieurs zones d'ombre. 2 questions font l'actualité. L'organisation d'une nouvelle révision avant octobre 2025 et la question de l'audit demandé de façon récurrente par certains partis politiques. Il convient, pour la bonne compréhension, de rappeler que la Commission centrale a clos le premier cycle électoral par l'organisation des élections sénatoriales en septembre 2023. Au cours de ce cycle, des rencontres bilan ont été organisées après chaque élection afin d'améliorer le processus. Plusieurs recommandations ont été formulées, au terme desquelles nous pouvons citer réviser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale si possible. Améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de réception, de traitement, identification et affectation des doublons et de validation des parrainages en toute transparence. C'est en exécution de ces recommandations consensuelles que la Commission électorale indépendante a entrepris en 2024 d'élaborer un chronogramme pour la révision de la liste électorale qui débutait en juillet 2024 et s'achevait en mars 2025 après l'arrêt de la liste électorale définitive.
Ce chronogramme a été cependant modifié à la demande des partis politiques qui ont souhaité que la révision de la liste électorale 2024-2025 s'ouvre plus tôt en octobre 2025. Par ailleurs, afin de ratisser le plus large possible, il leur a été communiqué l'option d'enrôler les requérants devant atteindre l'âge de la majorité civile au 1er mars 2025, c'est-à-dire à la date de l'affichage de la liste provisoire. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. Au total, prendre la décision de conduire une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle exposerait inévitablement la commission électorale à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. En réaction, les responsables religieux ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner le processus électoral. Monsieur le Président, sincèrement, je voudrais vous dire un sincère merci. Je viens d'apprendre beaucoup de choses. J'ai rencontré votre collaboratrice, Madame la vice-présidente, Madame Porquet, qui m'a parlé. Et aujourd'hui, vous êtes parti encore plus loin. Il y a un déficit de communication, un déficit d'information, ce qui fait que chacun va dans sa direction, on dit beaucoup de choses. Alors que si nous savions avant certaines choses, par exemple ce matin, vous m'avez confié beaucoup de choses, et je vois la vérité aussi. Il y a des choses à rectifier, mais je vois la vérité. Ce matin, c'est ce que vous avez fait. Et avec vous, j'ai appris encore beaucoup de choses sur la Constitution, par exemple la CEI. Je ne le savais pas. Et en parlant, vous avez parlé d'instituer un cadre permanent d'échange. Peut-être que vous allez nous en parler. Moi, je dis, mais c'est formidable, c'est ce qu'il faut. Dans notre pays, il faut ce dialogue. Et en dialoguant, on peut trouver un chemin. Vous nous avez rassemblés, nous tous ici. Moi, j'apprends beaucoup de bonnes choses. Et dans ce que vous avez dit, vous avez mis beaucoup d'argent sur le budget, là, sur la communication, sur l'échange. Monsieur le Président, c'est ça qu'il nous faut. Ça va nous permettre de ne pas nous tromper et dire certaines choses qui sont fausses. Maintenant, sur la Constitution de la CEI, je viens d'apprendre beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les politiciens seulement. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous. On s'est empêtré dans un péché originel. Commission électorale indépendante, composée aussi des représentants des partis politiques qui ne peuvent être que partisans. Comment vous pouvez faire ça et fonctionner normalement? Moi, je suis un ancien de la CEI. Moi, j'ai vu pendant 5 ou 6 ans à peu près, malgré les défauts que j'ai dit tout à l'heure, le péché originel que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la CEI fonctionner de l'intérieur. J'ai vu que beaucoup qui étaient là ont respecté leur serment. Même étant représentants des partis politiques, ils ont essayé au maximum d'être justes. Moi, j'ai vécu ça. Nous avons organisé 3 élections. Il faut qu'on discute, qu'on prenne les bonnes décisions. Pour la population ivoirienne, il y a une ligne rouge, pour moi. La ligne rouge, là, c'est la violence. Quel que soit tout ce qui va se passer, là, ils n'ont qu'à discuter. On ne veut pas de violence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé dans notre histoire récente. Discutez comme vous voulez, faites les élections, mais pas de violence. On ne va pas brûler le pays qu'on a réalisé. Pas de violence. C'est pourquoi je dis personnellement que chaque Ivoirien doit être un promoteur de la sécurité, mais doit aussi être un gardien de la sécurité.
En s'appuyant sur l'influence des confessions religieuses, la CEI espère ainsi apaiser les tensions, renforcer la confiance et encourager une participation citoyenne responsable. Et la chefferie qui s'implique aussi dans la paix, le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, conduit par son président Nanan Désiré Tanoé, était au siège de la CEI. Les têtes couronnées ont sollicité cette rencontre avec le président Ibrahim Coulibaly Kubier pour évoquer la présidentielle d'octobre prochain. Une tournée nationale des chefs, dite tournée d'écoute et de sensibilisation pour des élections apaisées, est envisagée. Les rois et chefs traditionnels ont abordé également avec le président de la CEI le fonctionnement de la commission électorale indépendante, les différentes étapes du processus électoral ainsi que la révision de la liste électorale. Le Front populaire ivoirien a décidé de se retirer de la commission électorale indépendante. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce jeudi au siège du parti. Souleymane Donisongo. Au siège du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, devant la presse. Il dénonce des anomalies sur la liste électorale publiée il y a quelques semaines et annonce le retrait de son parti de la commission électorale indépendante. Nous considérons que la CEI actuelle, dirigée par Kuiber, a échoué et qu'en conséquence, M. Kuiber et l'ensemble des membres de la commission électorale indépendante doivent en tirer les conséquences et démissionner pour qu'une nouvelle commission électorale indépendante soit mise en place. Ce que nous entreprenons aujourd'hui s'inscrit dans la mission que nous nous sommes donnée de contribuer à moderniser notre pays, à démocratiser notre pays et à lui donner les moyens d'une bonne gouvernance dans l'intérêt de nos compatriotes. Réclamant son appartenance à la nouvelle plateforme de l'opposition, à savoir Cap Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan annonce la mise en place d'un calendrier d'action commune dans les prochains mois. À 6 mois de la présidentielle, c'est le troisième parti politique qui s'est retiré de la commission électorale indépendante après le PPACI et le PDCI-RDA. La paix est une quête permanente. On s'engage donc tous pour ce trésor inestimable. C'est une campagne qui tient toutes ses promesses. La Côte d'Ivoire suit une dynamique encourageante. La commercialisation des noix de cajou enregistre des résultats jugés satisfaisants par le ministre d'État, Kobena Kwasi Agumani, sur un objectif d'1 150 000 tonnes. 900 000 tonnes ont été écoulées, nous explique Lansine Bakayoko. La période du 18 janvier au 15 mars a été exclusivement réservée aux transformateurs locaux à l'effet de leur garantir un approvisionnement prioritaire avant l'ouverture du marché aux exportateurs de noix brutes. Cette dynamique concurrentielle a même engendré une hausse de prix allant jusqu'à 500 francs par kilogramme, traduisant ainsi la pertinence de l'approche adopté pour stimuler la commercialisation tout en protégeant les revenus des producteurs. Au 15 mars, fin de la fenêtre d'achat, 36 unités de transformation en activité ont totalisé 322 747 tonnes de noix brutes de cajou déchargées, ce qui représente 28% des prévisions de production nationale. Les quantités sorties des mains des producteurs sont de 900 000 tonnes de noix brutes de cajou, représentant 78% de la prévision de production. La part des usiniers se chiffre à environ 600 000 tonnes, soit près de 150% de l'objectif de transformation au titre de 2025. En ce qui concerne la qualité marchande des produits réceptionnés, les performances restent globalement satisfaisantes. Par ailleurs, une dynamique positive a été observée dans les régions frontalières, traduisant une augmentation sensible des volumes collectés. Cette évolution positive témoigne de l'efficacité des mesures prises pour lutter contre la fuite des produits vers les pays voisins. À ce jour, sur un objectif de production de 1 150 000 tonnes, il ne reste plus qu'environ 250 000 tonnes de noix brutes à enlever des mains des producteurs.
Et on prie pour la paix au Soudan, où au moins 57 civils ont été tués lors d'affrontements entre l'armée et les paramilitaires dans l'ouest du pays. Les violences ont eu lieu alors que se tenait à Londres une réunion pour une levée de fonds pour soutenir l'aide humanitaire au Soudan, proie à une guerre depuis 2 ans. Pour rappel, après la perte de la capitale Khartoum, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont concentré leurs attaques au Darfour pour tenter de s'emparer d'El Fasher, la dernière capitale provinciale de cette région. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly et moi, je vous dis à très bientôt dans la paix surtout.